Bonjour à tous et bienvenue sur Africa News. Comment se porte la démocratie en Afrique? On peut se poser la question alors que ces 2 dernières années, certains pays d'Afrique francophone en particulier ont été marqués par des crises politiques. La dernière en date, le coup d'État du 18 août 2020 au Mali. Le 5 septembre dernier, c'était en Guinée que le colonel Mamadi Doumbouya renversait le régime du président Alpha Condé. Alors, assiste-t-on à une remilitarisation des pays africains? Le logiciel démocratique hérité de l'Occident serait-il en train de tomber en panne? On en parle tout de suite avec le docteur Niagale Bakayoko. Niagale Bakayoko, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces signes? Doit-on y voir un retour en arrière ou au contraire le signe que finalement le système démocratique tel qu'il est appliqué, en tout cas en Afrique, n'est pas viable aujourd'hui? Ce qui s'est produit au cours des dernières années, c'est que l'on a assisté à des tentatives ou des réussites d'un certain nombre de dirigeants pour se perpétuer au pouvoir en utilisant des réformes des cadres constitutionnels prévus, ce qui a conduit dans certains pays, comme en Côte d'Ivoire ou en Guinée, justement, à ces fameux troisième mandats qui sont très contestés. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile pour ces acteurs qui précisément ont violé le cadre institutionnel de prétendre condamner leurs pairs lorsque sont perpétrés des coups de force en provenance des établissements relevant de l'armée. Donc moi j'estime qu'il y a en effet un véritable recul démocratique, mais qu'on ne peut pas considérer que les acteurs militaires en sont les seuls responsables. Est-ce que c'est une des raisons qui peut justifier la popularité de ces régimes militaires auprès des populations, bien qu'elles aient été condamnées unanimement par la communauté internationale et par les instances régionales comme la CEDEAO? Ces juntes militaires s'appuient au départ sur une certaine popularité, mais qui est elle-même très fragile. Si on prend le cas du Mali, même si le CNSP continue à bénéficier d'un certain soutien, c'est parce qu'elle a engagé un certain nombre de réformes, notamment en matière de justice, mais souvent au prix de violations de l'état de droit, également parce qu'elle a fait preuve d'une certaine capacité à se mobiliser sur la scène internationale. Mais le grand paradoxe est qu'il n'y a pas de résultat d'un point de vue sécuritaire et cette absence de résultat crée une exaspération populaire qui pourrait se retourner contre les dirigeants, y compris les dirigeants militaires. Comment est-ce que ça pourrait évoluer? Est-ce que ça pourrait faire tache d'huile sur d'autres pays africains? Il n'est pas à exclure qu'en effet, des régimes beaucoup plus durs, mais pas forcément de type militaire, des régimes peut-être de type policier, avec un grand contrôle social en matière de renseignement, de surveillance des populations elles-mêmes, se mettent en place. Et que par ailleurs, on voit aussi parvenir au pouvoir des mouvements islamiques conservateurs, pacifistes, mais qui prônent une forme rigoriste de pratique de l'islam. On va maintenant parler de la situation en Éthiopie. L'Éthiopie qui est déchirée depuis novembre 2020 par un conflit entre l'armée fédérale et le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Les combats ont déjà fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Et après un an, de nombreux observateurs expriment leur crainte d'une répétition d'un scénario à la rwandaise, autrement dit d'un génocide. Est-ce que ces craintes sont justifiées d'après vous ? On pourra parler de génocide lorsque les massacres prendront une dimension massive, mais il y a d'ores et déjà un nettoyage ethnique extrêmement préoccupant. Et ce qui est un motif d'inquiétude, c'est justement le fait que tous ces appels internationaux ne permettent pas de changer la situation, d'influer sur les dirigeants d'Éthiopie. Quelles seraient les conséquences sur cette région si ce conflit venait à perdurer, à s'étendre en fait ? L'Éthiopie, là aussi, était considérée comme un pilier de stabilité sur le continent, après ce qu'en avait fait le président Meles Zenawi avant son décès, c'est-à-dire un pays avec une politique diplomatique et stratégique, notamment très impliqué dans les institutions multilatérales du continent, qui avait montré son efficacité, y compris par exemple dans la gestion de crises comme en Somalie
Somalie, etc. Là, on a l'impression que ce modèle est en train de s'effondrer et que les garanties, voire les félicitations que la communauté internationale avait données au président Abiy sont aujourd'hui en train de s'effondrer, hein, en fait. Finalement, comment voyez-vous l'Éthiopie se sortir de cette impasse? Quels seraient les différents scénarios possibles? Malheureusement, aujourd'hui, les scénarios les plus probables sont plutôt ceux d'une montée, si ce n'est aux extrêmes, en tout cas, d'une aggravation des violences, des combats et malheureusement des exactions perpétrées en réaction contre les populations civiles, parce qu'on voit très bien que le fait de prendre des sanctions est très souvent inefficace dans la mesure où ça touche davantage les populations que les dirigeants, et on envisage mal aujourd'hui une intervention militaire de la part d'acteurs non éthiopiens, puisque l'Éthiopie, il ne faut pas l'oublier, reste l'un des pays les plus solides sur le continent d'un point de vue militaire, justement. Merci infiniment, Madame Bagayoko, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et on espère apporter un éclairage à nos téléspectateurs.